Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse est dans le titre, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des crises que nous traversons. Et justement, c'est avec la nouvelle démonstration de force militaire de la Chine que nous ouvrons cette émission, des manœuvres pour encercler Taïwan. Comment expliquer ce regain de tension? La Chine pourrait-elle vraiment envahir cette île voisine, démocratique et arrimée à la puissance américaine? Quelles conséquences aussi de l'interview d'Emmanuel Macron sur une Europe qui, je cite, ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est un gros plan sur l'avenir de nos centrales nucléaires que je vous propose. Est-il fragilisé à court et moyen terme par le réchauffement climatique? C'est la question posée par cette magistrate de la Cour des comptes. Les conséquences du changement climatique vont affecter et affectent déjà à des degrés divers mais croissants les réacteurs du parc national actuel. Mais je le dis un peu solennellement, il affectera encore plus les projets de construction des nouveaux réacteurs susceptibles d'entrer en service à partir de 2035. Sécheresse et pénurie d'eau mettent-elles nos centrales en tension, en danger dès cet été? Et puis les futurs EPR seront-ils adaptés? Comment les adapter à la nouvelle donne climatique? Ne ratez pas la confrontation des arguments de nos experts, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, donc, retour sur ce week-end de tension autour de l'île de Taïwan avec Mathias Araez. La Chine se prépare à boucler Taïwan. Pendant 3 jours, Pékin a multiplié les opérations dans le détroit qui sépare le continent de l'île. Déploiement de navires de guerre, exercice de blocus aérien, l'armée chinoise a répondu avec fermeté à la tournée américaine de la présidente taïwanaise. En tant que présidente, je représente mon pays dans le monde entier. La Chine utilise cette excuse pour lancer des exercices militaires, créant de l'instabilité à Taïwan et dans la région. Ce n'est pas l'attitude responsable d'un grand pays. Un exercice de force qui pourrait en appeler d'autres d'après les autorités chinoises si Taïwan persiste dans sa volonté d'indépendance. La Chine prendra de manière résolue des mesures fortes pour protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Taïwan est une partie inséparable du territoire chinois. Il n'existe pas de soi-disant ministère taïwanais de la Défense. Des manœuvres qui inquiètent jusqu'aux États-Unis. Ce lundi, la marine américaine a mené une opération avec un destroyer en mer de Chine méridionale. Une intrusion immédiatement dénoncée par Pékin. Et pour en débattre, j'accueille Sylvie Berman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ancienne ambassadrice de France, notamment en Chine, entre 2011 et 2014. Et puis vous publiez ce livre, Madame l'ambassadeur, aux éditions Talendier. Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste de la Chine contemporaine, associé à l'INALCO et à l'école navale. Elvire Fabry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors et rapporteur de l'étude Construire l'autonomie stratégique de l'Europe face à la Chine. J'accueille également Émilie Zapalski. Bonsoir Émilie, éditorialiste pour Sens Public. Merci d'être là. Ce matin encore, ce mardi matin, même si Pékin a annoncé la fin des exercices, et il restait, selon Taïwan, des navires de guerre, des avions chinois autour de l'île. Sylvie Berman, c'est pas la première fois, évidemment, que la Chine se livre à une telle démonstration de force. Il fallait s'y attendre après la visite de la présidente taïwanaise aux États-Unis. C'est aussi simple que ça? Ah oui, c'était inévitable. Ils ont mené un exercice en grandeur nature après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan au mois d'août dernier. D'ailleurs, les Taïwanais n'étaient pas très chauds pour l'accueillir. Elle s'est invitée, mais ça a fourni ce prétexte aux Chinois. Donc il était évident que cette fois-ci, ils allaient réagir également. J'ai lu que c'était moins important que les premiers exercices du mois d'août, mais enfin, peu importe, de toute façon, c'est incontestablement une démonstration de force pour rappeler que Taïwan est un intérêt vital de la Chine et ils réagiront à chaque fois qu'ils considéreront qu'il y a une provocation ou de Taïwan ou des États-Unis. Oui. Ceux qu'ils considèrent, les Chinois, comme une provocation, ceux évidemment. Ceux qu'ils considèrent comme une provocation. Pour les Européens, c'est différent, parce que nous, on est sur une ligne de maintien du statu quo et protection de respect de la liberté de navigation dans le détroit. Oui, Emmanuel Véron, ça veut dire que ces exercices auxquels on a assisté pendant le week-end, ils étaient préparés depuis longtemps, évidemment. On ne déploie pas de telles forces comme ça du jour au lendemain. Oui, c'était prévu, c'était anticipé. Tout ça a fait l'objet d'une concertation interarmes, puisque précisément ces manœuvres sur 3 jours, et c'est important, je crois, de le rappeler, côté chinois, sont interarmes. C'est-à-dire on fait évoluer de plus en plus
entre guillemets, dans la profondeur stratégique, à la fois des éléments de la marine chinoise, mais aussi des éléments aériens et aussi des éléments aéroterrestres. Et tout ça devrait être combiné, si vous voulez, pour mettre une pression continue, très forte, très haute sur Taïwan, pour à terme simuler des exemples de blocus, simuler un étranglement de Taïwan. Ça permet aux forces chinoises d'interagir davantage entre elles. Également, et on le rappellera peut-être, d'avoir emporté sur les jet fighters, sur les avions de chasse, sur les bombardiers stratégiques, etc., de l'équipement et des armes pour de vrai. C'est pour ça qu'on parlait de balles réelles, c'est plus des missiles, de l'équipement réel, etc., effectivement létal, comme on l'entend parfois, sur ces exercices-là, sur ces manœuvres-là. Mais c'était le cas précédemment, où où c'est toujours un peu le même schéma, c'est très codifié. Probablement en matière militaire, dans effectivement la codification, le protocole, si je puis dire, une adaptation par rapport au contexte diplomatique, qui n'est effectivement pas tout à fait le même de la visite de Nancy Pelosi en août 2022 à Taïwan, où on avait davantage d'aéronefs, davantage de bateaux et des exercices, entre guillemets, qui ont duré plus longtemps. Là, on est sur une visite en transit de Taïwan sur le territoire américain, et donc une adaptation, si je puis dire, du process industriel, du process militaire chinois dans le détroit et autour de Taïwan. Et Elvire Fabry, alors vu d'ici, et de mon regard de béotien, c'était peut-être la même chose, j'ai pas vérifié d'ailleurs, vous allez me le dire. Est-ce que ce simulacre d'encerclement, c'était déjà le cas précédemment, ou alors est-ce qu'il y a un symbole supplémentaire que les Chinois veulent démontrer ou veulent apporter ce week-end ? Là, ce qui est certain, c'est que ça offre une formidable occasion d'entraînement, de nouvelles opérations grandeur nature. Et en effet, l'encerclement, on anticipe deux scénarios principaux qui sont soit une invasion en bonne et due forme de Taïwan, soit une logique de blocus, qui serait plus un blocus économique qui permettrait de limiter les approvisionnements de Taïwan et qui finalement affaiblirait progressivement la résistance potentielle, qui de toute façon serait bien réelle de Taïwan. Donc oui, c'est une logique où ils renforcent... ils affinent, si je puis dire, un peu leur stratégie. Mais ce que l'on voit là, c'est qu'on n'est pas dans une logique de surenchère. En effet, on compte le nombre d'avions, on se demande... Est-ce qu'il y en a un peu moins que la fois précédente, Mais ce n'est pas une logique de surenchère. Autant il n'y a aucune surprise, et on s'attendait à ce qu'il y ait un exercice militaire, autant on voit que Xi Jinping se saisit de l'occasion, marque un point, et que bien entendu en face il ne s'agit pas non plus de jouer la surenchère sur cet épisode. Et alors c'est sans doute aussi l'un des objectifs de la Chine, c'est que nous, médias occidentaux, on vous pose cette question, est-ce qu'une invasion de la Chine est possible ? Enfin, je suis pas dupe de la volonté chinoise, mais on doit se la poser cette question. Sylvie Berman, entre des exercices comme cela et une invasion, il y a un très grand pas que la Chine est prête, pas prête à franchir ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je crois que là, ça relève de l'avertissement et de la dissuasion. Là aussi, d'après les militaires, les Chinois ne sont absolument pas en mesure d'occuper Taïwan pour le moment. Parce que, ils ont aujourd'hui une force maritime, c'est vous le spécialiste, mais qui n'est pas complètement au niveau non plus. Il y a la question de l'interopérabilité. Et d'ailleurs, c'était l'intérêt de cet exercice. C'est un détroit de 140 km de large. Ce n'est pas si facile. Et en fait, l'armée chinoise n'a jamais encore été engagée dans des opérations. L'armée terrestre, ça remonte à 1979 contre le Vietnam, et ça a été un échec. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Maintenant, il y a aussi l'opportunité politique. Donc, s'ils considèrent qu'il y a un risque, ils seront peut-être tentés d'intervenir, mais je ne pense pas qu'ils soient prêts, ni militairement, ni politiquement, d'ailleurs, à le faire dans les médias. On a l'impression que c'est aussi un moyen de montrer ses muscles, forcément. Vous l'avez dit, ils préparent, ils montrent qu'ils sont capables et qui montent en puissance sur tout l'attirail qui est proposé. C'est un petit peu le retour, ou en tout cas le vent en poupe de ces régimes autoritaires qui nous refont parler militaire finalement, puisqu'on a la même chose en miroir avec la Russie et l'Ukraine, de dire, moi je suis autoritaire, vous avez fait ce que vous vouliez, en gros les États-Unis, l'Irak,
tout ce qui s'est passé. Et maintenant, avec cette puissance qu'on a, militaire ou pas, puisqu'on a vu qu'en Russie, c'était quand même limité en termes de puissance, mais qu'il y a ce retour du militaire. Et on voit bien qu'en face, pour les démocraties, c'est très compliqué de répondre parce que, comme vous l'avez dit, on ne va pas faire de l'escalade, on va juste contrer et prévenir de cette menace, mais on ne peut pas aller en avant. On voit bien qu'en Ukraine, on a du mal à avancer plus et on voit que c'est un petit peu un statu quo sur la guerre. Donc c'est un nouvel état du monde quand même. Et reparler du militaire à ce point, puisqu'il y a des guerres quand même qui se passent dans le monde, mais à ce point avec des blocs qui se reconstituent, c'est assez impressionnant. On a l'impression qu'on passe à une autre époque dans ce siècle. Et puis avec des budgets militaires, on en a parlé récemment, notamment à propos de la France, qui sont plus les mêmes. Et Emmanuel Véron, on fait le parallèle avec la Russie et l'Ukraine. Peut-être... Voilà, ça a été une erreur collective ou quasi collective. On avait peut-être un peu surestimé la puissance de l'armée russe. Est-ce qu'on connaît bien l'état de la puissance de l'armée chinoise? Vous voyez ce que je veux dire? Probablement pour un tas de raisons qu'on ne connaît pas suffisamment en profondeur, pour les raisons qui sont celles de l'accessibilité à la Chine précisément. Et on ne connaît pas assez en profondeur les capacités chinoises. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement on a un saut capacitaire sur toutes les armées, y compris dans le spatial, dans le cyber, etc. Mais aussi un saut qualitatif, c'est-à-dire qu'on a plus de bateaux, plus d'avions, etc. Mais des programmes d'armement modernes avec des armes entre guillemets disruptives, en tout cas des armes très modernes, etc. Mais le sujet essentiel pour nous et pour les sujets taïwanais, c'est fondamentalement l'inexpérience de la guerre moderne. C'est-à-dire que les troupes chinoises s'entraînent tout le temps, font beaucoup de manœuvres très démonstratives, démonstrations de force quasiment tous les jours. Quand on regarde les canaux chinois, etc., que ce soit dans le Grand Ouest chinois, avec les Russes, avec les Iraniens, sur mer, sur terre, etc., mais ils n'ont pas l'expérience propre de la guerre moderne, de la haute intensité et de toutes les complications de la guerre réelle sous le feu. Et donc on ne sait pas comment réagiraient les soldats chinois sous le feu, leur comportement, les chaînes de commandement, les suivis logistiques et la combinaison entre les différentes armes, qu'elles soient aériennes, terrestres ou navales. Dans les deux hypothèses dont parlait Elvire Fabry tout à l'heure, celle du blocus vous semble plus... A priori, oui. Plus logique, entre guillemets, que celle d'une invasion. Et ce qui correspondrait, si je puis dire, à une forme de continuité de la culture stratégique chinoise. C'est-à-dire que je brandis la possibilité de la guerre, de l'usage martial, de l'usage militaire, mais je vais préférer, au dernier moment, ne pas tirer un coup de feu. Pourquoi? Parce que je brandis la menace militaire pour tester les réactions en face. Et là, précisément, pendant 3 jours d'exercice, qui se poursuivent, d'ailleurs, tous les 2 jours cette semaine, tester les réactions taïwanaises, tester les réactions régionales au niveau du Japon, voir le comportement diplomatique ou militaire de l'Asie du Sud-Est, et bien évidemment, derrière, des États-Unis. Et par extension, éventuellement, l'Europe. Et surtout, ce que je vais privilégier, c'est éviter de tirer un coup de feu, des stratégies indirectes allusives ou implicites, et en ce sens, le blocus, la perturbation des chaînes d'approvisionnement, du transport maritime, l'assèchement, voire d'une influence sur la société taïwanaise elle-même, de découragement, sera privilégié. Alors, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui, justement sur ce point, c'est qu'il est probable qu'ils anticipent qu'une invasion militaire susciterait une réaction défensive beaucoup plus cohésive des Taïwanais, alors qu'une logique de blocus économique qui serait plus graduel, progressif, pourrait permettre aussi d'acquérir à un moment donné quelques éléments de la population qui préféraient limiter l'impact plutôt que d'avoir... Là aussi, il y a peut-être les leçons de la guerre ukrainienne, enfin de l'invasion de l'Ukraine, pardon. D'autant plus qu'il y a tout l'engagement militaire, mais il y a aussi tout ce que Xi Jinping est en train de préparer sur le volet économique, en essayant de dédollariser ces échanges commerciaux pour anticiper aussi ce que pourrait être l'application de sanctions venant des soutiens de tous les pays alliés de Taïwan. Alors, je vous propose une première réaction dans notre débat côté chinois, celle du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. C'était au 3e jour de ces exercices militaires. On l'écoute. La question de Taïwan est une affaire purement interne à la Chine. Le principe d'une seule Chine fait l'objet d'un large consensus au sein de la communauté internationale et constitue une norme fondamentale des relations internationales. Actuellement, la plus grande menace pour la paix dans le détroit de Taïwan est le séparatisme indépendantiste taïwanais, sa connivence avec les forces étrangères et le soutien de ces dernières. Une seule Chine, Sylvie Berman, c'est le principe qui est brandi. Pourtant, je pense ne pas me tromper, Taïwan n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine.
Taïwan appartenait à la Chine depuis le XVIIe siècle, oui, quand même. Mais pas à la République populaire de Chine. Des invasions japonaises, des occupations. Mais le fait, en fait, marquant, c'est quand Chiang Kai-shek est allé se réfugier dans l'île, emportant le trésor chinois et voulant reconquérir l'île. Et c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, qu'il y a eu cette notion d'une seule Chine. Pour le Kuomintang à Taïwan, la Chine, c'était eux, ils allaient reconquérir le continent. Et puis, ensuite, effectivement, à Pékin, ils considéraient que Taïwan est partie intégrante de la Chine. Mais cela étant, quand il y a eu reconnaissance de la Chine, de la République populaire de Chine, et établissement de relations diplomatiques, les pays ont dû accepter la politique d'une seule Chine. Ce qui est embarrassant peut-être aujourd'hui, et ce qui crée effectivement une ambiguïté stratégique. Ouais. Et ce qui explique aussi les tensions diplomatiques dont on va reparler tout de suite avec Quentin Calmet, qui doit être juste là. Bonsoir Quentin. Puisqu'on s'en rend compte, les déplacements de personnalités politiques à Taïwan, ça ne manque pas. Ça provoque toujours des réactions, des polémiques, que ce soit des parlementaires américains ou français ou européens. Voilà, on l'a vu par exemple en août dernier avec la visite de Nancy Pelosi, à l'époque présidente de la Chambre des représentants. Les États-Unis devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine, avait dit alors un porte-parole de la diplomatie chinoise. S'en suivront les plus importantes manœuvres militaires de la Chine autour de Taïwan à l'époque. 10 jours plus tard, rebelote, Thomas, une délégation de parlementaires américains y retourne en réponse justement à ces manœuvres militaires. Alors que la Chine continue à faire monter les tensions dans la région, le Congrès américain a de nouveau envoyé une délégation de haut niveau à Taïwan, démontrant ainsi une amitié qui n'est pas effrayée par les menaces de la Chine et souligne le soutien résolu des États-Unis envers Taïwan, avait dit le ministre taïwanais des Affaires étrangères. Enfin, le 7 septembre, c'est une délégation française qui est accueillie par les autorités locales. En l'occurrence, vous voyez sur ces images Remus Lee Kuo-chen, le directeur général des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères. Au total, la délégation était composée de 5 sénateurs, Olivier Cadic, Cyril Pellevat, Brigitte Deveza, Pierre-Antoine Lévy, Alain Marc. Ce sont des élus centristes qui sont les indépendants ou encore rattachés au groupe LR. Là, on voyait leur arrivée à l'aéroport. Ils étaient filmés en direct par les chaînes locales. Dans un communiqué, ces sénateurs écrivent alors « La France rappelle sa volonté de préserver le statu quo dans le détroit de Taïwan ». Les sénateurs rappellent la formule lancée il y a un an « Taïwan n'est pas seul ». Écoutez, en l'occurrence, le sénateur qui avait publié ce communiqué, c'est Olivier Cadic sur notre plateau quelques jours après sa visite. L'idée, quand le message a été lancé l'année dernière, Taïwan n'est pas seul, c'était pour bien montrer que cette île, avec ses 24 millions d'habitants, face à ce continent en face qui réclamait, qui considère que Taïwan fait partie intégrante de la Chine, ce peuple qui vit dans une démocratie, qui choisit ses dirigeants, qui choisit son destin, qui réussit à se développer, est un modèle démocratique. Et il fallait bien rappeler à Taïwan que ce modèle-là, c'est le modèle que nous partageons. Voilà, on l'entend, une manière d'exprimer le soutien des sénateurs à l'exécutif local. Attaquer Taïwan, c'est attaquer toutes les démocraties, avait écrit le sénateur Olivier Cadic qu'on vient de voir. Merci beaucoup, Quentin. Elvire Fabry, est-ce que la réaction, elle est fortement... bon, là, on parle des sénateurs français, mais c'est une autre dimension et une autre puissance de réaction diplomatique quand ça concerne, évidemment, les parlementaires américains ou un officiel américain, quel qu'il soit, ou, comme on vient de le voir, une visite taïwanaise aux États-Unis. Enfin, c'est aussi un bras de fer sino-américain, que les choses soient claires. Ah ben, on est au cœur du bras de fer sino-américain. Et là, mais c'est pas seulement... Chine-Occident, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore plus puissant quand c'est uniquement les États-Unis. Oui, parce que ce sont les États-Unis qui sont la garantie de sécurité de Taïwan. Ouais. Et quand Taïwan soutient à la fois l'effort de production de semi-conducteurs sur le territoire américain, en même temps, il s'inquiète aussi que cette dépendance qu'ont les Américains aux semi-conducteurs taïwanais puisse, en se réduisant, éroder aussi un petit peu le soutien en matière de sécurité à Taïwan. Si ce n'est que
les États-Unis, en s'engageant à soutenir Taïwan, sont aussi regardés par toute une série de partenaires dans la région, la Corée du Sud, le Japon, l'Australie, et que là, c'était aussi un message global qui est envoyé à l'adresse de tous ces partenaires à la fois économiques et sécuritaires. Ouais. Taïwan a besoin évidemment de la puissance américaine, Sylvie Berman, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi un peu l'otage du bras de fer entre les États-Unis et la Chine ? Si, tout à fait. D'ailleurs, ce qui nous revient de certains Taïwanais, c'est que certains sont inquiets de cette situation. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais à Londres, c'était avant l'élection de Donald Trump, l'équipe de Hillary Clinton était venue à Londres, avait demandé à rencontrer les Français, les Anglais, les Allemands, justement sur le thème de la politique vis-à-vis de la Chine. Et les Américains avaient demandé à ce moment-là, est-ce que vous pensez, vous, Européens, que nous, Américains, on en fait trop et qu'on met de l'huile sur le feu. Donc je trouve que la question était intéressante venant des Américains eux-mêmes. Mais effectivement, le risque, c'est un peu la prophétie auto-réalisatrice et le fait de dire on va vous soutenir, on va se battre pour vous, on va vous défendre, risque effectivement de générer davantage de tensions. Donc il y a effectivement cette inquiétude à Taïwan. Bon, en même temps, ils ont besoin bien évidemment du soutien des Nations Unies et qui sont garantis par les textes qui ont été adoptés parce que comme les États-Unis ont reconnu la Chine plus tardivement que les autres pays, ils ont maintenu un certain nombre de relations avec Taïwan, y compris d'ailleurs la fourniture d'armes dans certaines limites. Ouais. Mais Taïwan est reconnu par la communauté internationale Non. Non, on a oublié de le dire. Mais... Non, par 13 pays uniquement. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a l'autonomie, c'est une démocratie, effectivement. On peut avoir des relations avec Taïwan à condition que ce soit effectivement pas au plus haut niveau. Mais il y a eu ce qu'on a appelé la politique du chéquier pour l'établissement de relations diplomatiques. Au début, la Chine était très pauvre et donc Taïwan payait plus. La situation s'est inversée. Aujourd'hui, les Chinois paient davantage. Donc, il reste que quelques pays en Amérique centrale, d'où la visite de Tsai Ing-wen dans la région avant d'aller en Californie. Qu'est-ce que vous diriez de la part de responsabilité des Américains dans les tensions actuelles autour de Taïwan ? Mais je crois que, comme le disait Sylvie Berman, il y a les questions de la garantie de sécurité. C'est-à-dire que ça remonte au Taiwan Relation Act 1979, qui, comme les mots le disent, le précise, garantie de sécurité, les Américains se doivent d'intervenir ou d'agir ou d'être présents en cas d'une agression, d'une invasion, et tout ça est écrit. Et concrètement, ça se traduit par quoi ? De la livraison d'armement dans une échelle qui est graduée. Et on voit que ces transferts se sont confirmés avec la succession des différentes administrations depuis la fin Obama jusqu'à aujourd'hui à Biden, avec Trump entre les deux. Deuxièmement, de la formation d'officiers, des contacts étroits entre les états-majors, échange de renseignements sur différents sujets a priori, mais aussi la livraison de différents appareils, etc., pour participer à l'effort de défense de Taïwan, précisément dans le cas de la One China Policy, mais de la stabilité en Asie-Pacifique ou plus largement en Indo-Pacifique. Donc effectivement, il y a cette, si je puis dire, ligne de crête, comme on pourrait entendre parfois, mais qui est bien une garantie de sécurité. C'est un sujet fondamental qui divise, malgré le côté bipartisan américain, à la veille des élections présidentielles aux États-Unis, aussi bien républicains que démocrates, et qui est un véritable enjeu fondamental en matière de politique étrangère des États-Unis pour 2024. Alors, ces exercices militaires chinois, ils ont été déclenchés juste après le départ d'Emmanuel Macron, qui était en visite d'État à Pékin. Je reviens vers vous, Sylvie Berman, parce que c'est vraiment une question pour la diplomate. Elle est volontairement naïve, mais les Chinois auraient-ils pu commencer ces manœuvres alors qu'Emmanuel Macron était encore sur leur territoire ? Oui, ils auraient pu, puisque la visite de Tsai Ing-wen était antérieure, donc ils auraient pu le commencer avant. Et je crois qu'effectivement, ils ont décidé d'attendre pour le faire. Et la visite d'Emmanuel Macron a été en fait
une visite très réussie à la fois d'un point de vue chinois et d'un point de vue français. Il y a des égards qui lui ont été accordés, en particulier la rencontre en tête-à-tête à Canton, et il y a eu effectivement des vraies discussions entre eux. Donc il y avait eu un choix de bien traiter la France, qui a souvent été le cas d'ailleurs, mais là il y en avait un petit peu plus. La Chine a le souci de se concilier les Européens, précisément dans la perspective de ce bras de fer entre les États-Unis et elle-même. Elle avait reçu le chancelier Scholz en début d'année, Pedro Sanchez également, l'Espagnol, et donc effectivement il y a un peu une opération de charme vis-à-vis de l'Europe, parce qu'elle ne considère pas que l'Europe est complètement inféodée aux États-Unis, contrairement à la vision de Vladimir Poutine avec son Occident collectif. Alors vous me tendez la perche pour parler avec vous, Émilie, de cette interview donnée par Emmanuel Macron. Donc on est juste après son départ de Chine, interview qui fait beaucoup réagir depuis 2 jours. Oui, puisque donc il revient de Chine. Il avait essayé de convaincre le président chinois de ramener la Russie à la raison sur l'Ukraine sans vraiment y arriver. Et il accorde dans l'avion un entretien à plusieurs médias français. Un entretien donc qui a provoqué beaucoup de réactions. Je vous explique. Dans cette interview, Emmanuel Macron exhorte l'Europe de ne pas être suiviste ni des États-Unis ni de la Chine sur la question de Taïwan. Une sorte de en même temps diplomatique. Voici en quelques mots ce qu'il a déclaré. Notre priorité n'est pas de nous adapter à l'agenda des autres dans toutes les régions du monde. Le paradoxe serait qu'au moment où nous mettons en place les éléments d'une véritable autonomie stratégique européenne, nous nous mettions à suivre la politique américaine par une sorte de réflexe de panique. Alors si l'idée de renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe avec la redistribution géopolitique qui est en cours, ça semble assez pertinent, le timing est un peu mal choisi avec les manœuvres militaires chinoises autour de l'île de Taïwan et le tollé provoqué en témoigne. Alors racontez-nous ces réactions, il y en a eu beaucoup. Alors il y en a beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà du côté des États-Unis, tout d'abord, au sein de la presse, le Wall Street Journal, il a titré sur les gaffes de Macron sur Taïwan et l'Ukraine, avec une petite accusation du président français qui serait une sorte de mauvaise imitation de Charles de Gaulle. Les élus américains aussi ont réagi, ont été très choqués par ses propos, à l'image du républicain Marco Rubio. On ne peut plus clair dans ses réactions en vidéo sur Twitter. On l'écoute tout de suite. Je pense que c'est le bon moment pour nous de demander à l'Europe si Macron parle au nom de toute l'Europe. Est-ce que Macron est maintenant à la tête de l'Europe ? Est-il maintenant le dirigeant le plus puissant d'Europe ? Parce que s'il l'est, il y a des choses que nous devons changer. Premièrement, l'Europe, et particulièrement la France, dépend fortement des États-Unis depuis plusieurs années pour sa propre défense. En fait, lorsque Macron a essayé de jouer le rôle de superpuissance mondiale et d'envoyer des troupes en Afrique du Nord pour combattre les terroristes, il n'a même pas pu y envoyer ses propres troupes. Nous avons dû les faire voler là-bas et nous avons dû les faire revenir. Il ne pouvait même pas envoyer ses propres troupes là-bas. Donc s'ils suivent l'exemple de Macron, cela nous fera économiser beaucoup d'argent. Et le républicain poursuit aussi sur l'aide, évidemment apportée par les États-Unis dans le cadre de la guerre en Ukraine. Jusqu'à maintenant, ça a permis à Zelensky aussi de tenir bon face à Poutine. En Europe aussi, beaucoup de réactions. Il y a eu un collectif d'élus européens, dont des parlementaires français, qui ont pris position dans un communiqué, se disant consternés dans ce communiqué. Bref. Comme à l'intérieur de son pays, Macron est assez fort pour se faire l'unanimité contre lui, sauf la Chine, bien sûr, puisque finalement, ça doit satisfaire la Chine de voir un petit peu cette zizanie qui est créée dans nos relations transatlantiques et même européennes. Et alors ça continue, puisqu'Emmanuel Macron est de nouveau en déplacement aujourd'hui. Oui, depuis ce matin, il est aux Pays-Bas. D'ailleurs, ça se passe pas très bien, enfin, en tout cas, le démarrage, puisqu'il y a eu quelques manifestants qui l'ont empêché de prendre la parole, en tout cas au départ. Mais bon, on peut se rassurer, puisque le risque d'une nouvelle boulette est quand même assez limité. Les relations entre les deux pays sont plutôt au beau fixe, surtout depuis le Brexit, puisque les Pays-Bas cherchent à avoir un autre allié pour remplacer leur allié de toujours. Mais on ne sait jamais, chez Macron, un accident diplomatique est un peu vite arrivé. Édito signé Émilie Zapalski. Elvire Fabriquet, on va revenir vraiment sur le fond, le contenu de cette interview. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette interview présidentielle ? Je rappelle aux Échos, à Politico et à France Inter. D'abord, je ne suis pas certaine que ce soit une gaffe. Ça a eu lieu dans un avion, donc on a le sentiment que c'est sous le coup de la confidence. Mais en fait, c'est juste le rappel d'un principe fondamental de la doctrine d'autonomie stratégique d'Emmanuel Macron.
Et finalement, ce qu'il dit, c'est que la priorité des Européens, c'est d'abord l'Ukraine. On doit canaliser nos capacités sur l'Ukraine. Et il sous-entend qu'on n'aurait pas forcément les moyens d'intervenir, d'être vraiment un game changer, d'avoir un rôle dans ce qui est aussi une escalade plus large, une confrontation, vous le disiez il y a quelques minutes, entre les États-Unis et la Chine. Et finalement, ce qui est regrettable, c'est que ça intervient juste après l'intervention coordonnée avec Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron, et on attendait qu'il y ait cette position européenne, alors que Ursula von der Leyen venait de faire un discours qui clarifiait la position européenne vis-à-vis de la Chine. Ils sont ensemble en Chine. Ils ont eu cet entretien commun en Chine avec le président Xi Jinping, et c'était important qu'il y ait cette coordination, même si on a eu le sentiment que la coordination elle-même sur le fond n'était pas forcément... Oui, alors c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a eu effectivement coordination, ou plutôt deux sons de cloche différents entre la présidente de la Commission européenne et le président français? Il y a eu plus que des nuances. C'est-à-dire que Ursula von der Leyen a rappelé que l'Union européenne n'était pas dans une logique de découplage, donc d'alignement sur la stratégie américaine, mais plus dans une logique de réduction des risques. Et Emmanuel Macron a eu une tonalité un peu moins offensive, je dirais, sur l'évaluation des risques. Donc il est plus dans une démarche de dialogue, il arrivait aussi avec des intérêts offensifs économiques bilatéraux au niveau franco-chinois. Ce que l'on peut penser, c'est qu'un sujet qui n'a pas été tellement abordé, ou en tout cas souligné dans les commentaires médiatiques à travers l'Europe, c'est qu'il y a quand même une préoccupation très spécifique aujourd'hui pour les Européens qui s'engagent dans une accélération de la transition verte, produire de manière massive des technologies vertes. C'est que là, la Chine est déjà en train d'envoyer des signaux de coercition économique qui pourraient être très offensifs en limitant les exportations de minerais stratégiques dont on a besoin pour nos technologies, et que là, réduire les risques vis-à-vis de la Chine, ça veut dire essayer de mesurer cet aléa et ne pas être dans une logique non plus de provocation vis-à-vis de la Chine, parce que ça pénaliserait directement toute l'économie européenne. Et puis, Emmanuel Macron et les Européens ont quand même quelques raisons d'en vouloir aux États-Unis en ce moment. On a fait il y a peu de temps un débat sur l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui est une espèce de dément d'aspirateur à projet de décarbonation, notamment pour les grands groupes européens qui cèdent aux sirènes des dollars américains. Bon, c'est un joli coup de protectionnisme, mais ça fonctionne. On l'a expliqué sur ce plateau. Il y a déjà plusieurs grands groupes qui ont délocalisé des projets qui étaient prévus en Europe et qui vont finalement se dérouler aux États-Unis. Est-ce que vous y voyez un lien, Sylvie Bermann? Est-ce que ça peut être aussi, même s'il y a une cohérence, je suis d'accord avec vous, d'Emmanuel Macron sur cette volonté d'ouvrir ou d'inventer une indépendance stratégique, une troisième voie, est-ce qu'il y a peut-être aussi une petite réaction à l'IRA américain? Pas seulement à l'IRA, également aux sanctions extraterritoriales de manière générale. Je crois que ce qu'il a dit aujourd'hui, ça a choqué à cause du contexte, mais il l'a dit 100 fois. Il l'a dit, l'autonomie stratégique de l'Union européenne, ça passe évidemment par une défense européenne, ça va prendre du temps, mais également une réindustrialisation, c'est également une Europe technologique et une Europe qui n'est pas dépendante et qui ne s'inscrit pas dans une logique de bloc. Et sur son propos sur la Chine, ce n'est pas la première fois qu'il tient. Parce qu'il y a effectivement la question de Taïwan et de la défense de Taïwan. Mais c'est autre chose, la relation entre les États-Unis et la Chine. C'est un peu une confrontation de deux superpuissances. Et les États-Unis ne veulent pas être dépassés par la Chine. D'où le blocus technologique américain contre la Chine. Et évidemment, les Américains vont demander aux Européens de payer l'addition sur l'Ukraine en soutenant leur position. Et je pense que c'est ça que Emmanuel Macron ne veut pas, et pas seulement lui. Je pense qu'il y a d'autres Européens, mais l'Europe est divisée sur ce point. Il y a des pays qui sont plus atlantistes que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que les pays d'Europe de l'Est qui avaient constitué ce groupe 17+1 avec la Chine et qui étaient les plus favorables en fait à des investissements chinois, une présence chinoise,
chinoises ont complètement retourné leur veste, entre guillemets, et maintenant sont totalement atlantistes à cause de l'intervention en Ukraine. Mais encore une fois, moi j'ai relu l'interview, je n'y vois rien de très nouveau, ni de très choquant. Ce qui vous surprend sur les réactions. C'est un peu les réactions et c'est le contexte. Mais alors justement, sur le contexte, Emmanuel Véran, est-ce qu'il a été piégé finalement Emmanuel Macron, puisqu'il donne cette interview, je le rappelle, il est dans l'avion et l'exercice démarre. Enfin voilà, entre le moment où il donne l'interview et le moment où elle est diffusée, bon, il y a eu relecture, je pense, de l'Élysée, donc on est d'accord. Il y a peut-être d'ailleurs certains passages qui ont été retirés parce que justement il y a eu les exercices militaires entre-temps. Donc il n'a pas vraiment été piégé. Je vais au bout de ma logique puisque je trouve la réponse dans ma question. Mais est-ce qu'il aurait pu sauveter encore un peu plus son discours parce qu'il y a eu ces exercices probablement, sans jeu de mots, il y a peut-être eu un petit problème de décalage horaire ou de jet lag, c'est-à-dire que le président, à rythme effréné, était peut-être un petit peu fatigué, sa langue est allée un peu plus loin que ce qu'il pouvait lui-même contenir. Donc je crois que ça traduit quoi ? Ça traduit précisément une interrogation sur nous-mêmes, et sur l'avenir de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui ? Un marché consolidé, avec des capacités technologiques avérées, mais qui ne réalise pas encore de champions européens face aux technologies de rupture américaines, aux technologies de rupture chinoises. Je pense à la 5G et pour ne pas les nommer des groupes para-étatiques côté chinois ou des équivalents côté américain. On n'a pas de concurrents, on n'a pas de champions européens, ni français ni allemands, je ne sais quoi. Et que ces interviews-là, ces éléments de communication transmis à la presse sur le chemin du retour de Pékin renvoient bien une interrogation sur notre avenir. Et je fais le lien tout de suite avec le discours prononcé par le président aux Pays-Bas, où, point par point, il rappelle des sujets de sursaut pour s'industrialiser. Sursaut sur les technologies, sursaut sur une consolidation industrielle à différents niveaux. Et peut-être qu'il y aurait là un besoin de sursaut diplomatique et politique mené par Paris, mais avec une langue plus peut-être contenue, sur l'Ukraine précisément. Et à ce stade-là, on serait entendu par la fois nos alliés américains, qui restent nos alliés, nos partenaires en Asie, et pour finir, par la Chine. On voit qu'on a un Emmanuel Macron qui est très volontaire sur le sujet européen, peut-être qu'il a la langue un peu trop, qui de temps en temps, peut-être softisée, je ne sais pas comment vous avez dit. Oui, mon anglicisme était déjà pas joli, donc on peut l'oublier. Rendre un petit peu plus sexy sa parole. Mais moi, je me pose la question, est-ce que c'est la méthode Coué ? C'est du déclaratif pour y arriver, parce que comme vous le dites, on entend souvent cette question industrielle, technologique dans la voix d'Emmanuel Macron, avec cette envie que ça se passe vraiment. Ou est-ce que ça peut influencer au fur et à mesure ces partenaires européens qui, en effet, ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde, pour, au fur et à mesure, convaincre que c'est possible que cette Europe, elle renaisse et elle pèse à la fois économiquement, sur le plan géopolitique, comme une puissance d'avant qui pourrait renaître ? Ça, je veux bien vous entendre là-dessus, Elvire Fabry. Est-ce que c'est finalement de la méthode Coué ou est-ce qu'il réussit quand même petit à petit à convaincre des partenaires européens de l'importance de cette troisième voie ? Là, le message s'adressait clairement aux 26 autres et d'une certaine façon, il était déjà quasiment dans l'avion de retour, ce qui n'était pas le cas, mais c'était un peu la tonalité que ça donnait. Il se passe déjà beaucoup de choses. Vous évoquiez l'IRA tout à l'heure. Dans les réponses européennes qui sont mises sur la table, il y a eu une accélération des initiatives prises par la Commission européenne. Maintenant, on voit bien qu'il a voulu donner un sentiment d'urgence aussi. Il ne s'agit pas de se reposer et de reprendre nos divisions classiques. Il s'agit d'accélérer la cohésion des Européens. Et finalement, c'est le message qu'il vient de faire passer dans son discours à la Haye, en disant qu'il faut déjà regarder au-delà ce dont on a besoin, les enjeux de financement. Et on sait qu'on va reparler l'enjeu d'une capacité d'endettement commune. Et que là, on est déjà en train de passer des efforts d'industrialisation dans le secteur des technologies vertes vers les enjeux d'armement, au moins dans le secteur des munitions. Mais on commence à rentrer dans le dur et on sait que c'est un domaine dans lequel on avait beaucoup de mal à avancer en européen. Donc c'est pour maintenir d'une certaine façon un petit peu cette dynamique avec un petit peu des formules choc. On se souvient de la mort cérébrale de l'OTAN qui avait eu autant d'écho côté américain. Et je dirais que d'une certaine façon, la réponse de Marco Rubio, qu'on a entendu tout à l'heure, est presque... est très contre-productive, je dirais, pour Washington, parce que c'est justement ce à quoi prépare Emmanuel Macron en disant il faut peut-être se préparer aussi à ce que ce soutien
indéfectible à l'Ukraine et plus largement aux Européens, puisse aussi se fragiliser en fonction d'alternances politiques, d'évolution, de soutien des opinions publiques ou pas. Alors il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on parle, on a commencé à l'évoquer, mais de la réaction américaine à cet exercice militaire chinois autour de Taïwan, cet encerclement en quelque sorte simulé, exercice interarmé, vous nous l'avez rappelé. Je vous propose d'entendre, pour ouvrir ce chapitre, le porte-parole du département d'État américain, Vedant Patel. Nous partageons avec d'autres pays un intérêt constant pour la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan, mais aussi plus largement dans la région Indo-Pacifique. Nous continuons d'exhorter Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques envers Taïwan et de choisir plutôt d'exercer une diplomatie constructive. Alors on est évidemment dans de l'hypothétique, et heureusement, Emmanuel Véron, que feraient les Américains s'il y avait, je vais rester sur votre hypothèse, d'un blocus chinois effectif autour de Taïwan? C'est une question tout à fait importante, sensible, et qui a priori, avec l'agenda qui se précise ces derniers jours, sera probablement visible dans les prochains mois ou les prochaines années. Au regard des échéances électorales à Taïwan, mais aussi américaines, le Parti communiste chinois regarde ça de près, instrumentalise le temps. Pensez que ça arrivera? Très prochainement, ça me semble être très plausible. D'accord. Et alors, à partir de 2024, 2025 jusqu'à 2027, ça me semble être très plausible. Bon. Alors, quelles seront les réactions américaines? Les garanties de sécurité, indépendamment du prochain locataire ou le même à la Maison-Blanche, a priori ne devraient pas bouger. Il y aura donc une nécessité de la part de l'administration américaine d'agir ou de réagir. Et donc, je pense qu'on va assister à des formes de dissuasion, non pas nucléaire, mais de dissuasion par une présence militaire qui engagerait les Chinois à ne pas franchir une ligne rouge supplémentaire, qui d'ailleurs, ligne rouge, est déjà franchie quasi quotidiennement avec le franchissement de la zone d'identification de défense aérienne, à la fois identification aérienne, mais aussi sur la dimension navale. Donc les Américains prépositionnés dans la zone, avec l'architecture de sécurité Japon, Corée du Sud, Taïwan et le renforcement des bases militaires aux Philippines, montre bien, si vous voulez, les dispositifs militaro-stratégiques américains, précisément sur Taïwan, qui est devenu le centre de gravité des questions de la rivalité sino-américaine. Ouais. Ce qui est un argument à rebours de Pékin pour dire, regardez, les ingérences, etc., etc. Mais en tout cas, les Américains regardent ça de très très près. Il y a un rapprochement des états-majors de l'ensemble des pays alliés des États-Unis dans la région pour préparer ce type de scénario. D'ailleurs, Sylvie Berman, il y a depuis aujourd'hui des manœuvres là aussi militaires entre l'armée américaine et l'armée philippine. Donc ça aussi prévu de longue date, etc. Enfin, on est dans... c'est quoi? C'est de la communication militaro-diplomatique? Comment vous appelez ça? Ça relève de la dissuasion en disant aux Américains, en disant aux Chinois, si vous attaquez Taïwan, on est là, on a nos bases, on a nos alliés. Maintenant, la question qui se poserait, c'est qu'est-ce qu'ils feraient? C'est-à-dire, ils fourniraient des armes, c'est très clair. Les Américains ne vont pas mourir pour Taïwan non plus. Donc... Là aussi, c'est le modèle de ce qui se passe depuis un peu plus d'un an sur notre sol, sur le sol européen. La question est ouverte, bien évidemment. Ça dépendra du nouveau locataire, effectivement, de la Maison-Blanche. Trump avait dit à un moment à ses généraux, en leur montrant le globe terrestre, en disant « Voyez Taïwan, voyez la Chine, voyez où on est, donc on n'ira pas ». Donc, évidemment, Joe Biden a dit on défendra Taïwan, mais il n'a pas dit comment il défendrait Taïwan. Ouais. Et on va terminer là-dessus, Elvire Fabry, des conséquences économiques. Il y aurait un blocus ou un conflit autour de Taïwan. Il faut peut-être rappeler que ce détroit de Taïwan, c'est une sorte d'autoroute maritime du commerce mondial. C'est majeur, quoi. Exactement. Il y a plus de la moitié du commerce mondial qui passe, en fait, par là. Plus de la moitié. Oui. Donc c'est au-delà de la question des semi-conducteurs que Taïwan la façon dont Taïwan approvisionne le monde entier. Là, c'est toutes les chaînes d'approvisionnement maritime qui pourraient connaître des perturbations importantes. Et c'est pour ça que c'est véritablement un enjeu qui est plus que régional et qui concerne l'ensemble de l'économie mondiale. On se souvient des problèmes de rupture d'approvisionnement qu'on a eu pendant la pandémie. Ça pourrait prendre une proportion beaucoup plus importante. Et puis encore une fois, dernier mot, allez-y. Je pense qu'il y a cet enjeu de restriction des exportations sur des biens ciblés qui peut venir déjà perturber
très fortement des chaînes d'approvisionnement technologique pour envoyer des signaux et qui peuvent monter en escalade. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Sylvie Berman, le titre de votre livre, Madame l'ambassadeur, qui est publié aux éditions Talendier.